Top. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi le premier webinaire d'hier, mais on va faire la même chose qu'hier, c'est-à-dire qu'on va démarrer dans 5 minutes tranquillement. Comme hier, vous pouvez aller vous faire couler un petit café. Et, euh, et puis après, on commencera vers 11h05, si ça vous va Ok, à tous. ouais, super. Allez, On se retrouve du coup avec le café dans 5 minutes. ça marche, à tout de suite. Bah écoute, 11h05. T'es réglé. Ah, je suis une horloge, une horloge. Alors, juste tac, petite précision, comme hier, je sais qu'il y en a qui étaient là hier, mais je préfère le répéter. J'ai mon fils avec moi suite à une fermeture d'école, donc vous m'excuserez si jamais vous entendez un petit bruit de fond ou s'il y a des interruptions momentanées. Je suis désolé, je m'excuse par avance, même si je sais que vous comprenez sûrement tous la situation. Voilà. Bah écoutez, ravi de vous retrouver ce matin donc avec Vincent pour ce deuxième webinaire aujourd'hui sur un autre sujet. Donc, bien sûr, vous le devinez, vous l'avez devant les yeux, ça va être sur comment calculer son taux journalier moyen. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va parler un peu de nous. Donc, premièrement, d'ailleurs, de l'organisateur de tout ça, c'est Yannick. Donc,
À toi, Vincent. Ouais, ben merci Maël. Et effectivement, donc pour ceux qui étaient là hier, je vais refaire une petite passe sur ce qu'est Yalink. Si vous avez entendu, vous l'entendrez une deuxième fois. Puis pour tous ceux qui n'étaient pas là, ben, je vais vous présenter rapidement qui est Yalink, tout simplement. Yalink, du coup, pour nous, c'est le futur du travail pour les ingénieurs. En tout cas, on en est convaincu. Et on propose une alternative en fait aux ingénieurs dans les domaines de la construction et de l'industrie, une alternative au CDI, notamment au CDI dans les boîtes de conseil, parce qu'on pense qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Et notre volonté, nous, c'est d'animer cette communauté d'ingénieurs, de les accompagner vers le freelancing, vers l'entrepreneuriat, qui passe du coup par monter sa structure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait d'ailleurs ce webinaire avec Maël de Condillac Expertise, parce que nous, on vous accompagne en tant que conseiller sur pas mal d'aspects. Et après, quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est toujours mieux d'être accompagné par des vrais experts, notamment des comptables comme Condillac Expertise. Yalink, c'est quoi? C'est une mise en relation en fait directement entre des freelances ingénieurs et des entreprises. Et notre volonté, nous, c'est de favoriser les acteurs plutôt que les intermédiaires. Même si aujourd'hui on est un intermédiaire, en tout cas, on a des coûts de structure qui sont nettement moins faibles qu'une ESN. Donc l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'acteur, donc le freelance, plutôt que l'entreprise intermédiaire. Donc pour cela, on compte sur pas mal de valeurs, notamment l'agilité d'un freelance. Forcément, on est plus agile quand on est indépendant. La transparence qui est la valeur clé de bout en bout. Forcément, on est digital et c'est dans l'air du temps, donc en plus, ça permet d'accélérer les choses et de les fluidifier. Économique, parce qu'on propose en fait de vous accompagner vers l'entrepreneuriat, de gagner en qualité de vie. En tout cas, nous, on est convaincus de ça. Sécurité, parce qu'en fait, on est un tiers de confiance. Donc, on qualifie à la fois les missions pour vous donner des missions qui sont de qualité. Et auprès des entreprises, on qualifie aussi les ingénieurs pour qu'ils aient le bon ingénieur avec qui travailler. Et derrière, l'aspect communautaire est hyper important pour nous parce que notre objectif derrière, c'est de créer des synergies à la fois entre les ingénieurs, que tout le monde puisse se parler. On peut avoir tendance à avoir un petit peu peur parce qu'on se sent isolé ou seul, mais non, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de freelances en France, il y a plein de communautés qui existent, et nous, on tend à créer la nôtre sur cet aspect-là. Yalink, on est 3 pour l'instant, donc Antoine, Alexandre et moi-même, et on va bientôt recruter pas mal de personnes pour accélérer notre croissance. Donc nous, on est basé à Bordeaux. Donc, si jamais vous êtes dans les environs, vous pouvez venir nous voir à la Cité du Numérique sur Bègles. Ça sera un grand plaisir de vous recevoir. Maël, je te laisse te présenter du coup. Top. Du coup, je vais effectivement, bon, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu hier, c'est un peu répétitif, mais c'est au moins pour que vous sachiez avec qui vous allez passer une bonne petite heure ensemble. C'est normal. Donc moi, je m'appelle Maël Conan, donc je suis juriste fiscaliste et en droit des affaires principalement. Et maintenant, on va dire de manière plus transversale, je suis conseiller pour les personnes qui souhaitent tout simplement créer leur boîte ou alors qui sont déjà en activité et qui souhaitent analyser un petit peu l'état de leur activité, c'est-à-dire est-ce que je suis toujours sur le bon statut, etc. Donc j'aborde en gros tous les aspects fiscaux, sociaux, juridiques et également financiers, en fait, auprès des personnes qui créent. Je fais énormément de formations et d'ateliers sur des sujets qu'on voit aujourd'hui et sur plein d'autres sujets. Donc, vous pourrez retrouver notamment pas mal de fois de l'animation de ma part sur certains webinars à venir au futur. Je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Condillac Expertise, donc principalement situé sur Bordeaux. Voilà. Mais il faut savoir qu'il fait partie, ce cabinet, d'un grand réseau de cabinets qui s'appelle Number, d'où le mot Number que vous voyez devant les yeux. Et du coup, Condillac en fait partie, donc c'est normal que je vous parle de Number. Alors, il faut savoir que le réseau Number, c'est un réseau de cabinets dédié exclusivement en fait aux freelances, donc aux freelances et aux prestataires de services. Et je rejoins Vincent parce que comme on est spécialisé là-dedans, c'est la majorité de nos clients. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de plus en plus en tout cas d'ingénieurs qui se lancent. Ça, c'est une certitude. Ça l'a été. Il y a eu un gros boom pour les activités informatiques. Ça l'est encore plus maintenant.
Comme vous pouvez le voir, c'est pas rien puisque les acteurs du freelancing, de la prestation de service, c'est 3500, en tout cas avec nous, création d'entreprises par an. Donc, vous imaginez avec tous les cabinets confondus sur l'année, plus de 25 000 clients. Donc, et on accueille bien sûr, on aide plus de 70% de ces personnes, nouvelles entreprises, ce sont des créateurs. Hein, ce sont des créateurs. Vous verrez que, et ça je le répéterai à la fin pour ceux qui se sentent, comment dire, concernés et qui souhaiteraient faire le point. C'est vrai qu'on est un réseau qui sont un peu atypiques dans la manière de faire et la philosophie client, parce que du coup on propose des conseils et ça vous verrez avec Yaline que ça se ressent puisque nous sommes partenaires. On propose du conseil de manière illimitée, c'est-à-dire que nos rendez-vous en fait pour les personnes qui souhaitent faire le point sont gratuits. On a une façon de fonctionner en comptabilité éventuellement quand c'est une structure, vous choisissez une structure qui est dans ce cadre-là, qui est faite de manière très digitale. Donc du coup, c'est clair que c'est très intéressant de travailler comme ça de plus en plus. On s'inscrit là-dedans, bien entendu. Et on a une particularité pour nos partenaires dont je vous parlerai à la fin si, bien sûr, vous en ressentez le besoin et que vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Bon, ça, c'est un petit topo sur nos outils qu'on a développés nous-mêmes, qui sont notre boîte de développement s'appelle Time. Et également, du coup, on propose maintenant, et ça c'est assez récent, un compte bancaire pour tous nos clients qui le souhaitent. Ça c'est plutôt cool d'ailleurs, qui est inclus dans nos honoraires. C'est plutôt sympa à proposer en tout cas. Alors le sommaire, alors petit bug, je pense de votre côté parce que je le vois de manière très floue, mais on a un sommaire en fait qui va se distinguer en deux phases. En fait, je vais faire une petite partie d'introduction, ça qui va être nécessaire pour vous parler du coup du taux journalier moyen. Comment on le détermine, qu'est-ce que c'est, quelles sont les bonnes pratiques. Et après, j'ai déterminé deux méthodes pour le faire. Au-delà de la méthode, j'analyse ce que fait le voisin, bien entendu, ce qui peut être très très pertinente. Une méthode, on va partir du chiffre d'affaires. Et une autre méthode, on va partir, et ça c'est celle que je trouve la plus pertinente, on va partir de votre seuil de rentabilité. Voilà. Alors, peut-être la avant, règle par contre. avant de commencer, vas-y. juste, on rappelle qu'il y a, que vous pouvez poser des questions dans l'onglet droite. Je le rappelle parce que c'est toujours assez utile. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et si jamais il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à le faire savoir. Tout à fait. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les dans la petite colonne questions parce que je pourrais les faire apparaître aux yeux de tout le monde et c'est super pratique. Et c'est vrai que les règles sur les webinars, c'est que n'importe qui peut interrompre à n'importe quel moment. Les cours magistraux, j'en ai fait beaucoup à la fac et j'aimerais les laisser à la fac. Donc n'hésitez pas, même si c'est moi qui l'ai fait, n'hésitez pas bien sûr à me couper, à me poser des questions sur votre situation personnelle et bien sûr à mettre en avant vos problématiques personnelles. D'accord? Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, au contraire. Alors, tac, l'introduction. Donc, déjà, déterminer son tarif, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe. Nous, quand on reçoit des nouveaux clients et des gens notamment qui n'ont pas trop de visibilité sur ce qu'ils pourraient facturer, sur le prix qu'ils pourraient mettre en place et sur leur valeur ajoutée, c'est vrai que c'est une question qui vous taraude beaucoup au-delà du statut. Je pense que le statut, c'est le number one, bien entendu, c'est la question numéro un. Mais le TGM, c'est quand même sympa de pouvoir, en tout cas, mettre un peu le nez dedans et savoir si on est dans les clous, en tout cas avec ses attentes. Alors, le premier réflexe, et qui est très bien, c'est de regarder ce que font les autres. Malheureusement, des fois, ça peut vous fausser un petit peu la donne. Donc, parce qu'on va regarder, par exemple, si vous regardez les choses qui vont se faire sur des plateformes où il y a beaucoup, beaucoup de communautés, ou que vous recherchez typiquement, où vous posez des questions à des gens, vous allez trouver tout type de tarifs. Et c'est bien normal. Parce qu'en fait, généralement, je prends l'exemple de l'informatique, qui est quand même quelque chose de très, très courant maintenant dans le freelancing. Euh, c'est quelque chose où ça va être très, très variable. Quelqu'un qui va avoir peu, du coup, d'expérience va essayer de se vendre au rabais. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir avoir des premières missions, prouver sa valeur, apprendre, se former, continuer à se former pour pouvoir espérer plus tard. Donc forcément, il va aller vers des TJM qui vont être très bas. Après, vous avez aussi d'autres personnes, c'est le cas extrême, mais dans le contraire, qui sont très expérimentées, dont les profils font saliver les grosses boîtes qui aimeraient bien les embaucher, mais eux ont très bien compris que c'est beaucoup plus rentable d'être en indépendant. Et là, vous avez des taux journaliers moyens qui sont énormes. Je peux vous donner un exemple. Des fois, vous avez aussi des activités de niche. Récemment, j'ai eu un consultant dans le domaine de l'énergie. Il facturait des taux journaliers moyens entre 1500 et 1800 euros. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment énorme comme taux. Mais bien sûr, c'est lié au fait qu'il a une expérience très forte, qu'il est dans un secteur de niche et qu'il a des compétences techniques très, très élevées. Voilà.
Alors, après déjà, c'est quand même un bon indicateur. Moi, je vous encourage quand même de regarder, hein, de voir à peu près ce que fait le voisin, ce que fait le confrère. C'est toujours intéressant. Après, comme je vous disais, moi, je pars de deux principes quand on veut essayer de le déterminer de manière financière. D'ailleurs, voilà. Vous voyez, Florent, très bien, hein, un TGM de 550, c'est totalement dans les clous. Après, ça peut varier aussi au niveau de la ville, du secteur géographique. Vous ne facturerez pas de la même manière si vous êtes à Paris que si vous êtes à Bordeaux. Et vous voyez, Florent qui nous fait part du coup de son expérience. Effectivement, 550, c'est un TGM de quelqu'un d'assez expérimenté. Et du coup, c'est un TGM qui rentre totalement dans les moyennes qui se font dans le secteur du développement. C'est même assez qualitatif. Donc, de manière financière, pour déterminer son taux journalier moyen, quand on ne part de rien, soit on part de son objectif de chiffre d'affaires, soit on part de ses charges, tout simplement, son seuil de rentabilité. D'accord? Donc, on va commencer par le chiffre d'affaires. C'est pas le plus utilisé. Pour moi, le plus pertinent, c'est les charges, mais quand même, ça nous permettra de mettre un peu la main à la pâte et que vous compreniez la gymnastique. D'accord? Parce qu'il y a une gymnastique chiffrée, bien entendu. Alors, déjà, en introduction, petit rappel des formes juridiques qui s'offrent à vous. Ça va être très important de le prendre en compte, puisque ça va déterminer les charges sociales que vous devez payer. Et bien entendu, à ce titre-là, il faut quand même s'y intéresser. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, nous avons du coup deux catégories d'entreprises possibles, hein, deux catégories d'entreprises, les entreprises individuelles d'un côté, les sociétés de l'autre. Parmi les entreprises individuelles, majoritairement, vous allez retrouver la micro-entreprise, qui est quand même quelque chose de très utile, notamment quand on n'a aucune visibilité au départ. Mais comme je disais hier, attention, c'est un statut de transition. Donc, si vous avez des objectifs un peu plus visibles et que vous êtes déjà expérimenté en micro-entreprise depuis 1 ou 2 ans, je vous conseille quand même de faire le point. Puis, on a de l'autre côté l'entreprise individuelle classique, donc quelque chose de très rare dans votre domaine, dans votre secteur d'activité. C'est vrai que j'en ai parlé hier, j'ai parlé de ses défauts, notamment pour les créateurs hein, qui ont du pôle emploi, très compliqué. Et du coup, je vais quand même l'aborder, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ça va pas être le plus pertinent, je pense, pour la majorité d'entre vous. Et on a… Effectivement, sur la micro, sur l'entreprise individuelle, je me permets de rebondir parce que avec Yalink, on a sorti quand même des guides que vous pourrez retrouver sur notre blog. Effectivement, l'entreprise individuelle, nous, on va pas l'aborder dans un premier temps parce que, comme l'a dit Maël, il y a beaucoup d'autres statuts qui correspondent beaucoup mieux au type d'activité que vous allez exercer, qui sont beaucoup plus pertinents. Et je pense qu'on les développera aujourd'hui, comme la micro-entreprise, le URL, qui sont deux statuts qui sont quand même… c'est les plus prépondérants. Comme je disais hier hein, avec Antoine et auprès des personnes qui étaient avec nous, c'est vrai que généralement, le choix se fait soit micro-entreprise, soit société. Moi, en tout cas, quand je fais mes simulations, c'est vraiment les deux choses que je compare pour voir si c'est plus pertinent de rester en micro ou d'aller vers la société. Donc, majoritairement, ce sont ces options-là. Après, c'est vrai qu'on trouve de tout. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas oublié pour peut-être le peu d'élus qu'il y a en entreprise individuelle classique, rassurez-vous. Et bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais le support pourra vous être fourni. Ça ne me dérange absolument pas. D'accord? Au contraire, il y a des choses assez techniques avec pas mal de chiffres. Et comme je sais que généralement, ça va vous perdre peut-être à un moment donné, je préfère vous donner le support à la fin. Et comme ça, vous pourrez peut-être vous lancer dans votre propre calcul de cohérence de taux journalier. Voilà. Donc, société, deuxième grande catégorie, hein, avec le URL ou la SARL quand on est plusieurs. Généralement, les gens qui m'écoutent sont tout seuls. Et de l'autre côté, la SASU, SAS. Vous vous en doutez, chaque statut va avoir un fonctionnement différent et un taux de cotisation différent sur les cotisations sociales. Donc, on va devoir forcément le prendre en compte dans nos calculs de TJM. Alors, je ne reviendrai pas forcément sur le système, mais peut-être juste le dire à l'oral que sur les systèmes que je viens de vous présenter en termes de statut, la micro-entreprise, sa particularité, c'est que tout est calculé en fonction du chiffre d'affaires. Et vous allez voir que c'est important dans un calcul de taux journalier moyen. Vous allez voir que l'entreprise individuelle et en société, on est plutôt sur un système qu'on appelle réel d'imposition, avec une déduction de charges, du coup, de votre chiffre d'affaires, donc une prise en compte, en fait, des charges quotidiennes, même si elles seront peu nombreuses en théorie. Du coup, une prise en charge de tout ça dans ce genre de statut. Voilà. Donc, je ne m'attarderai pas forcément dessus, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à revoir le replay d'hier, tout simplement, pour voir à peu près du coup comment ça se passe dans différentes catégories de statuts. Et puis quand même un petit point, et ça ce sera dans le fil conducteur de la présentation sur le pôle emploi. Pareillement, je vous invite à regarder le replay d'hier si vous avez envie que je vous parle un peu plus précisément du fonctionnement du pôle emploi. Mais sachez qu'il est quand même important
parce que du coup, ce Pôle emploi, déjà, c'est une grande aide et une grande sécurité quand vous vous lancez. Je ne dis pas que ça rentre dans le calcul de votre taux journalier moyen, mais c'est juste que je vais en parler parce que, en fonction des calculs que vous ferez et que je ferai devant vous, et bien forcément, ça aura un impact sur votre Pôle emploi. Il faudra quand même le prendre en compte. Voilà. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc, déterminer son tarif en partant de son objectif de chiffre d'affaires, notre première méthode. Alors, comment ça se passe? Écoutez, déjà, je prends un exemple global, bien entendu, pour partir du coup d'un point de départ et qu'on va utiliser comme fil conducteur pour tous les statuts qu'on va étudier, donc micro, EI, EURL, SASU. Je suis parti du principe où cette personne est à Pôle emploi et elle a un revenu du coup RE mensuel d'environ 1 400 euros. Je vous ai détaillé un petit peu le calcul, mais retenez surtout que c'est 1 400 euros. Je suis parti bien sûr du principe où on est sur une activité libérale. Un objectif de chiffre d'affaires assez mesuré de 50 000 euros. Mais comme on se lance, voilà, il faut bien partir de quelque part. Des charges d'activité également, du coup, estimatives, alors vraiment à la louche, qu'on peut déduire avec les petites optimisations, etc., de 11 250 euros sur l'année. Et du coup, on va devoir déduire également et déterminer les cotisations sociales pour chacun des statuts. Ça va tout le monde? Vincent, tu voulais dire quelque chose? Ouais, alors ARE, juste pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est l'aide pour le retour à l'emploi. En gros, c'est votre chômage. Et les charges que Maëlle a mis ici, elles sont, dans votre cas de figure, elles vont être souvent surestimées par rapport à ce que vous allez avoir comme charge dans l'année, mais il vaut mieux partir sur un calcul qui va peut-être être défavorable. Si la surprise est bonne, ça veut dire qu'on pourra aller chercher un TJM un peu plus conséquent, ou alors gagner plus d'argent net à la fin du mois. Plus de rémunération, tout à fait. Stable. Tout à fait. En fait, dans les 11 250, je ne pars pas du principe que c'est quelque chose qui se fait en moyenne dans les ingénieurs freelance. C'est quelque chose qui est assez récurrent, bien sûr, mais en fait, ça comprend, vous voyez, des charges qui peuvent être non seulement des prestataires sous-traitants, quand on fait appel à notre micro-entrepreneur, ça peut être du matériel, frais bancaires, assurances, les déplacements, les déjeuners aussi. Alors là, c'est un peu compliqué de se projeter là-dessus, mais effectivement, ça pourra rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Alors, la méthode, elle est résumée sur ces 3 étapes que vous voyez devant vous. Elle va être la même pour chaque statut. C'est pour ça que vous pourrez la reprendre et l'utiliser pour chacun d'entre vous. Première méthode, il faudra déterminer votre chiffre d'affaires prévisionnel, votre objectif de chiffre d'affaires. À vous. Ça dépend de votre tempérament. Soit on est plutôt du tempérament, et ça c'est la deuxième méthode. Je préfère voir à peu près ce que j'aurai en charge, d'accord? Soit je pars du principe où j'aurai du coup un chiffre d'affaires déterminé. Excusez-moi, je vois que mon fils joue au ballon, ça va pas être très agréable pour vous, donc je vais lui dire d'arrêter. Merci de votre patience. Du coup, dans un deuxième temps, on va devoir déterminer, je vais y arriver, les charges, du coup, et on va les déduire de ce chiffre d'affaires prévisionnel, et on déduira du coup les cotisations sociales qui sont inhérentes à chaque statut. Sur cette première étape, ça nous donnera un montant mensuel avant impôt. On déterminera en étape 2 le nombre du coup de jours facturables, entre guillemets, auxquels vous pourrez prétendre, d'accord? Et un nombre de jours facturés qui va en découler, c'est-à-dire le nombre de jours où vous pensez comme objectif que vous allez travailler. Vous allez voir, c'est peut-être un peu abstrait, mais je vais vous expliquer. Et derrière, la troisième étape, ce sera tout simplement de diviser du coup le chiffre d'affaires prévisionnel par le jour facturé. Alors, vous allez me dire à quoi sert l'étape 1 avec le montant mensuel avant impôt? C'est tout simplement pour dire que vous verrez avec des éléments chiffre d'affaires et jour facturé votre taux journalier moyen, ce qui donnera en montant mensuel avant impôt, donc en rémunération avant impôt. Donc c'est quand même intéressant. D'où la première étape. Autrement, j'aurais fait qu'une étape 2, une étape 3. Si jamais vous avez des questions là-dessus ou si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je pourrais répondre en parallèle que Maëlle présente les différents statuts, les calculs. Ça marche. Merci Vincent. Alors du coup, en micro-entreprise, donc l'exemple est le postulat est identique. C'est juste que j'ai rajouté le montant des cotisations sociales estimées. D'accord? J'ai enlevé le. Dites-moi si vous entendez trop mon fils, je fais en sorte de mettre un sédatif quelque part. On l'entend, mais t'inquiète pas, enfin on t'entend mieux que lui. Ah d'accord, ok. Bon, ça, merci. J'ai toujours un peu peur de ça. Alors, les cotisations sociales, c'est juste la grosse différence que j'ai affinée dans ce postulat en micro-entreprise, c'est-à-dire que 22% du chiffre d'affaires, je mets de côté là,
Si vous voulez savoir tout sur Nacre, je vous invite au webinaire d'hier. Ça fera du coup 11 000 euros pour un chiffre d'affaires de 50 000 euros, du coup, de cotisation sociale sur l'année. À partir de ce moment-là, on va appliquer à chaque fois mes étapes que je vous ai résumées tout à l'heure. Pour la micro-entreprise, partez de la soustraction du coût très simple, du chiffre d'affaires objectif que vous vous êtes fixé, donc 50 000 euros. Vous enlevez vos charges estimatives, 11 250 euros dans mon exemple, et les cotisations sociales qui seront inhérentes à la micro-entreprise de 11 000 euros. Si je fais ça, du coup, j'obtiens un montant annuel que je divise par 12 et qui me donne un montant avant impôt de 2 312 euros. D'accord? Voilà. Je pense que ça va. Dites-moi si ce n'est pas assez clair. En fait, en gros, c'est une simple soustraction qui va vous donner un montant annuel qui sera votre rémunération mensuelle. Annuelle, du coup, vous divisez par 12 et qui donnera votre rémunération mensuelle. Voilà. Avant impôt. Je mets l'impôt de côté parce que comme c'est très variable en fonction de vos choix, en fonction de votre situation personnelle, on ne peut pas le prendre en compte, bien sûr, dans nos calculs. D'accord? Okay. Une fois cela fait, on va essayer de déterminer le nombre de jours facturés. Alors, le nombre de jours facturés, il faut partir juste du constat très rationnel. J'ai 52 semaines dans l'année. Je me prévois un montant de congé quand même. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais bon, il faut partir en vacances, ça fait du bien. D'accord? À partir de ce montant de congé prévu, moi j'ai mis 6 semaines dans mon cas, mais vous pouvez mettre plein, bien sûr, autant que vous voulez. C'est vous qui êtes le maître sur cet aspect-là. J'ai mis 6 semaines. J'ai mis bien sûr qu'il y avait 5 jours travaillés par semaine, soit du coup 52 semaines moins 6 semaines, ça fait 46. 46 fois 5, 230 jours facturables. À partir de ce moment-là, je sais que j'ai 230 jours potentiellement où je peux travailler, qui sont des jours normalement travaillés. Il va falloir déterminer un pourcentage, et ça, en gros, c'est un handicap. Ce pourcentage, c'est un handicap, c'est-à-dire que en fonction de votre tempérament, à savoir si vous voulez faire quelque chose de sécurisant ou pas, vous allez déterminer un pourcentage d'handicap où vous allez considérer que en termes de jours facturés, moi je pars du principe que sur les 230 jours potentiellement où je pourrais travailler, j'aurai que 50% de jours où je vais vraiment travailler, où j'aurai des missions qui vont me mobiliser, et du coup, je pars sur 50%. Voilà. C'est un objectif. À vous de déterminer celui qui sera le plus cohérent avec vos perspectives. Vous pouvez très bien mettre, voilà, je considère qu'il y aura Vas-y, mon chat. Vous pouvez du coup prévoir que ce sera plutôt du 70, plutôt du 30 si vous êtes ambitieux. Franchement, c'est à vous de voir. D'accord? Ouais. Là-dessus, nous, en ingénieur, effectivement, je pense que Florent, en tant que dev freelance, tu dois avoir des missions qui sont relativement courtes. Sur l'ingénierie industrielle, on peut avoir des missions qui sont généralement longues, qui peuvent aller de l'année, 6 mois à 1 an. Donc là-dessus, forcément, cet handicap va diminuer. Et on le verra plus tard. Et effectivement, plus la mission est longue, plus on va avoir tendance aussi à peut-être baisser un petit peu son TJ, parce qu'on va vouloir proposer un prix qui soit assez sexy pour le client. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une différence là-dessus. Et c'est vrai que Florent le précise bien, j'allais dire cette durée aussi, en moyenne sur les développeurs informatiques, c'est une durée moyenne de 3 mois par mission. C'est vrai que les missions sont moins longues qu'un ingénieur où ça peut être très très long, effectivement. Et du coup, plus sécurisant. Effectivement, oui. La visibilité est très bonne. Donc là-dessus, vous êtes totalement maître, d'accord? Vous mettez ce que vous pensez pertinent. Moi, j'ai mis 50% parce que je trouvais que ce serait quelque chose qui serait à peu près cohérent avec quelqu'un qui voudrait se lancer. Enfin, moi, j'aurais mis ça pour me donner un objectif. Je l'ai repris dans cet exemple. Ce qui veut dire que quand je fais ma petite multiplication, forcément, du coup, j'aurai 115 jours facturés possibles. À partir de ce moment-là, combien du coup de TJM cela va me donner? Écoutez, ça va me faire, si je divise mon chiffre d'affaires objectif par le nombre de jours travaillés auquel je prétends, un taux journalier moyen de 434 euros. 434 euros qui, potentiellement, si je reviens un tout petit peu en arrière, sont là pour me donner un montant mensuel avant impôt de 2 312 euros. D'accord? Donc, vous allez voir que sur les 3 autres exemples, on va les passer assez rapidement si vous avez compris la logique. Parce qu'en fait, ce qui va varier dans cette première méthode de travail, ce n'est pas le taux journalier moyen, d'accord? Ça va être le rendu mensuel de rémunération avant impôt. D'accord? Vous allez voir. Imaginons, je vais revenir après sur l'ARE, mais imaginons en entreprise individuelle, voilà, je fais ce même calcul. Qu'est-ce qui va changer en entreprise individuelle? Ce qui va changer, c'est le montant des cotisations sociales. Vos charges quotidiennes, les 11 250 euros ne vont pas bouger. Votre objectif de chiffre d'affaires ne va pas bouger, c'est vous qui l'avez déterminé.
Donc, qu'est-ce qui va changer? Potentiellement vos cotisations sociales. Ici, les cotisations sociales, elles vont être plutôt de 11 625 euros. Donc, il y a un tout petit gap de 625 euros par rapport à la micro. Donc, derrière, qu'est-ce que ça sous-entend? Si je refais le même calcul, d'accord, je vais retomber sur un taux journalier moyen de 434 euros. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le rendu mensuel que ça va me donner, si je fais 50 000 moins mes charges, moins mes cotisations sociales et que je divise par 12, j'ai un montant mensuel de 2 260 euros. Ce qui va du coup être un peu moins intéressant si je me fie à ce taux journalier moyen que la micro-entreprise où je suis du coup à un montant mensuel de 2 312 euros. D'accord? Donc, je ne vais pas vous faire tous les calculs, mais dans le support, tout est présent. Mais sachez que le taux journalier moyen, que vous soyez en URL, en SASU, EI ou micro-entreprise, sera le même. Dans ce cas de figure, dans cette méthode de calcul, ce sera 434 dans mon exemple. C'est seulement le rendu mensuel qui va varier. Alors, j'espère que c'est compréhensible, mais deuxième petite précision quand même, ce n'est pas parce que dans mon exemple, vous voyez qu'en micro-entreprise, vous avez 2 312 euros mensuels, et dans mon exemple en entreprise individuelle, 2260, que c'est plus intéressant d'être en micro-entreprise. Ce n'est pas du tout ce que ça véhicule. En fait, là, j'ai mis un montant de charge identique en micro que dans le reste, mais vous pouvez déduire plus de charges dans les autres statuts. Vous pouvez également avoir, par exemple, des variabilités sur certains aspects qui vont être importants pour vous, comme la protection sociale, qui vont justifier un autre statut. Et vous pouvez avoir d'autres éléments qui vont venir, du coup, notamment la fiscalité, très important en micro-entreprise, où les variables sont très différentes entre une société et une micro, qui vont venir jouer sur le montant mensuel net après impôt que vous aurez selon le statut. Donc là, je préfère que ce soit clair. Dans cette méthode de calcul, bien que les montants mensuels peuvent paraître variés et bien sûr peut-être avantageux sur la micro par rapport à l'EI, peut-être aussi aux sociétés, ça ne veut pas dire que vous gagnez plus d'argent. D'accord? Ça veut seulement dire, c'est pour vous donner un indicateur de comparaison entre un TJM unique et les statuts avec, pour lequel vous allez opter, qui va donner un rendement mensuel avant impôt différent. D'accord? Voilà. Je préfère que ce soit clair, parce que ce qui peut être intéressant aussi, c'est une fois qu'on a déterminé ce TJM là de 434 euros, c'est une fois qu'on l'a déterminé, aller voir potentiellement ce que fait la concurrence. Parce que faut se dire une chose, on est quand même dans un monde où vous n'allez pas être seul sur des missions. Il y a d'autres ingénieurs, tout à fait, d'autres personnes qui vont se mettre dessus. Peut-être que j'anticipe des choses. Ouais, tu as anticipé, mais c'est très très bien de l'avoir dit. Vaut mieux le dire maintenant qu'après, de toute manière. Sur quoi que vous fassiez en calcul, le TJM, ces calculs financiers sont un contrôle de cohérence. D'accord? C'est là pour vous orienter un peu, mais c'est surtout un contrôle de cohérence. Une fois que vous avez déterminé votre calcul, vous pouvez le comparer à ce qui se fait ailleurs et toujours majorer un peu ce taux journalier moyen que vous avez déterminé, parce que toujours il y aura une négociation. À chaque fois il y en a. Alors, des fois, il n'y en a pas, bien entendu, parce qu'ils ont tellement besoin de vous qu'ils vous supplient. Mais pensez que vous n'êtes pas effectivement seul sur le marché, comme dit Vincent, et que forcément, il va y avoir une marge de négociation. Donc, si j'ai 434, je peux très bien partir sur 500 et derrière me dire que je tomberai sur une négo à 450. Voilà. Et que vous avez une marge de manœuvre jusqu'à 434. C'est totalement faisable. OK ? Ensuite, juste une petite précision, c'est sur le pôle emploi. Ici, faites très attention parce qu'en micro-entreprise, alors pour ceux qui étaient avec moi hier, ils le savent. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous et avec Antoine, qui n'ont pas pu avoir cette info, je vous le dis maintenant. Il faut faire très attention sur le pôle emploi parce que quand vous déclarez du chiffre d'affaires, Pôle emploi se fie à ce chiffre d'affaires pour vous octroyer votre ARE. Donc, dans ce cadre-là de la micro-entreprise, petit rappel, si vous faites un chiffre d'affaires trop conséquent, vous n'optimiserez pas sur vos droits Pôle emploi, sur votre ARE, car ils ne vous verseront potentiellement rien ou alors très peu. D'accord? Il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que vous perdez des droits, par contre. Ils seront reportables sur les mois suivants. Et je donne l'exemple de quelqu'un, un ingénieur, par exemple, qui facture 4 000 euros mensuels. J'ai une bêtise, Le Pôle emploi pourra très bien dire, vous avez fait 4 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin de nous pour vivre. Donc, du coup, votre Pôle emploi de ce mois-ci, nous ne vous le versons pas, nous le verserons pour les mois suivants. D'accord? Voilà. Ce qui peut être pas mal parce que ça décale, en fait, il y a un décalage. Donc, en soi. Ça décale, mais c'est une problématique aussi parce que la micro-entreprise, pour quelqu'un qui facture, tu vois, par exemple, 4 000 euros sur une année, 4 000 euros x 12, déjà, on est pas mal. Ouais. On est pas mal. On est à la limite de l'optimisation et voire même, on n'est plus dans l'optimisation fiscale et sociale de la micro-entreprise. Donc, il faudrait déjà basculer.
et on n'optimise pas forcément avec le Pôle emploi directement. Alors qu'on aurait optimisé bien avant ce problème. Si voilà, on met en exergue cette problématique, comme vous avez de la visibilité, il vaudra mieux partir sur une société dès le départ si vous avez une telle visibilité. Voilà. Après ça, c'est toujours à discuter en fonction des situations de chacun, des situations fiscales. Ça, de toute manière, et je le répéterai enfin, s'il y a des personnes qui ont besoin de faire un point un peu plus personnel sur leur activité, bien entendu, je vous expliquerai comment ça se passe et vous pourrez me solliciter gratuitement pour faire le point ensemble. Alors, une fois cela fait, vous retrouverez dans mon petit support tous les exemples sur du coup les différents on va dire possibilités qui s'offrent en fonction du statut sur ce calcul de TJM et surtout le revenu mensuel avant impôt. D'accord? Donc ça vous pourrez dans ce cas-là vous projeter en fonction de ce que vous avez choisi sur ce calcul de TJM si vous partez d'un objectif de chiffre d'affaires que vous auriez déterminé. Ok? Voilà. Donc, pour pas trop vous embrouiller l'esprit, vous laisser tranquillement assimiler tout ça, je ne vais pas revenir sur tous les exemples et je vais plutôt partir sur les seuils de rentabilité et un TJM déterminé en fonction des charges qui est généralement très intéressant pour vous. Petit aspect Pôle emploi, par contre, par rapport à l'EI et aux sociétés, faites très attention. En EI, il y a de l'incidence qui est très grave sur le Pôle emploi parce que vous avez des régularisations qui peuvent être très fortes. Donc, je vous déconseille tous, si vous êtes des créateurs, d'opter pour une entreprise individuelle dans le cas où vous auriez des pôles emploi mensuellement. Si jamais vous êtes en société, vous êtes dans les choses les plus optimisantes avec Pôle emploi puisque vous pouvez percevoir intégralement votre Pôle emploi tous les mois à 100% jusqu'à la durée totale de votre indemnisation, ce qui peut être intéressant, bien entendu. Une fois cela dit, on va partir sur la deuxième méthode qui est la plus intéressante à mon sens, d'accord, pour vous projeter sur un TJM. C'est celle de prendre la prise en compte de vos charges. Alors, comment on fait ici pour le faire? Ça bug un peu, je suis désolé, mais je remettrai d'équerre pour vous transmettre le support. Vous avez une méthode qui se décompose en 3 étapes. La première, c'est de déterminer votre rémunération annuelle que vous espérez avoir. Voilà, c'est très simple. Combien j'aimerais avoir mensuellement pour mon activité en termes de rémunération avant impôt. Je prévois une rémunération, je ne sais pas, je veux minimum 2 500 € par mois, 2 000 €. Voilà, 2 000 € par mois. Très bien. On va déterminer, du coup, à partir de cette rémunération, un montant annuel de rémunération que vous allez devoir financer, plus les cotisations sociales que vous allez devoir, du coup, bien sûr, payer. Et ça viendra, vous inquiétez pas, on va en parler. À cela, cette rémunération annuelle, on ajoutera aux charges d'activité quotidienne, les fameux 11 250 € dont on a parlé précédemment, et on aura du coup un montant total des charges d'activité que ça va nécessiter votre fameux projet de freelance, ainsi que de la rémunération nette du coup qu'il va falloir financer de votre poche. De cela, on va pouvoir, et vous allez voir, on va pouvoir déterminer de ce montant, on va faire une petite division et ça va nous permettre de déterminer un objectif de chiffre d'affaires. Vous allez voir, les cadres vont se remettre, ne vous inquiétez pas dans les exemples. Vous allez pouvoir déterminer un objectif de chiffre d'affaires qu'on appelle un seuil de rentabilité. Et ce seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, on va pouvoir simplement le diviser par le nombre de jours facturés que vous espérez dans l'année pour déterminer votre taux journalier moyen. Alors généralement, pourquoi on préfère cette méthode? Parce que cette méthode, elle part de vos charges et de votre rémunération espérée. Donc c'est toujours plus intéressant. Et c'est souvent la méthode qu'on privilégie si jamais vous avez justement un client avec qui vous devez négocier une rémunération. Voilà, il vous demande quel TJM vous voulez et du coup vous ne savez pas par où commencer. Partez de ce postulat-là. Listez les charges que vous pensez du coup nécessaires à votre activité. Mettez également votre rémunération, calculez les cotisations sociales. Je vais vous expliquer comment faire et vous allez pouvoir déterminer votre seuil de rentabilité et votre TJM. Alors, en micro-entreprise, cette fois, on va reprendre tous les statuts, comme ça, ce sera intéressant. En micro-entreprise, comment on fait? Écoutez, déjà, rémunération annuelle nette avant impôt que j'espère, 2 000 € dans mon exemple. X 12, 24 000 € annuels. Très bien. Les charges que j'estime durant l'année, je vous ai dit dans mon petit exemple, je suis parti du postulat qu'on avait 11 250 € de charges nécessaires. Du coup, j'ajoute ça à mes 24 000 €. J'obtiens un montant annuel déjà en premier lieu, en première étape, à aller financer de 35 250. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer, et là je vous inviterai à reprendre mon exemple, on va déterminer le montant de cotisation sociale qui va devoir être nécessaire. Alors, comment on le détermine? Écoutez, je vous ai mis le calcul, donc vous pourrez vous y référer.
Mais en gros, il faut diviser le montant précédent que vous avez obtenu, c'est-à-dire rémunération nette annuelle plus les charges au quotidien, donc 35 250 euros, hein, que j'ai calculé juste précédemment en étape 1, divisez-le par 0,78. Voilà. Vous divisez par 0,78, vous obtenez le montant de chiffre d'affaires seuil. D'accord? Ça, c'est votre seuil de rentabilité. Pour obtenir 2 000 euros net par mois, en fonction des charges que j'ai, hors bien sûr fiscal, hein, les 2 000 euros net, il faut que je fasse un chiffre d'affaires de 45 192 euros. Dans ce cas-là, hop, je prends ce seuil référence de chiffre d'affaires, mon seuil de rentabilité, je le divise par le nombre de jours facturés, voilà, pour lequel vous estimez travailler, en tout cas durant l'année. Mais vous savez, hein, le fameux calcul qu'on a fait dans la première méthode, qui s'applique également là. Vous déterminerez votre taux journalier moyen. Ici, en l'occurrence, 392 euros, voilà, journalier. Donc, assez simple. Ça permet d'avoir une visibilité assez rapidement de combien il faudrait que vous facturiez selon le nombre de jours que vous espérez travailler durant l'année pour rentrer dans vos clous. C'est quand même assez intéressant de faire ce genre de méthode, surtout quand vous avez une visibilité avec un client. C'est-à-dire, si vous avez un client potentiel, vous pourrez, à partir de ce calcul, lui donner vraiment un indicateur. En tout cas, vous en donnez un à vous qui vous permettra de le soumettre après derrière à votre client. Ouais, cette méthode est quand même, on l'applique beaucoup, nous, au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes la plupart, en tout cas, ceux qui veulent devenir freelance, en tout cas, sont salariés et donc déjà ont la connaissance de combien ils veulent toucher par mois en brut, avant impôt. Tout à fait. Donc déjà, vous avez cette donnée-là, donc ce qui est pas mal, donc ça vous enlève un peu une épine du pied et vous allez réussir à vous situer. Il y a juste deux autres données à savoir, c'est le montant des charges. Ça, en fonction de l'activité, on vous accompagne là-dessus et on estime le montant de charge. Et après, le nombre de jours. Donc forcément, si vous avez une mission de 1 an, donc c'est environ 218 jours. Là, vous allez pouvoir avoir un TJM ultra compétitif. Après, il faut voir dans ce cas-là quel est le meilleur statut adapté pour pas être non plus trop en dessous du marché. Alors, il faut quand même arriver à être au niveau du marché par rapport aux autres ingénieurs. Donc, cette méthode est quand même beaucoup plus adaptée, je trouve. Moi, je trouve aussi. Après, comme je disais tout à l'heure, pour les charges, attention, je parle de charges, je ne mets pas les charges d'optimisation qu'on retrouve, notamment en entreprise individuelle ou en société, qui peuvent faire varier plein de calculs. Là, je suis parti d'un postulat vraiment avec des paramètres par défaut. Donc, c'est pour ça que je réitère ce que je dis et j'appuie ce que dit Vincent. Il faut vraiment s'interroger déjà sur le statut pour après déterminer le seuil de rentabilité. Et sur le statut, on n'a pas besoin de déterminer un seuil de rentabilité pour savoir s'il est optimisant ou pas. Voilà, on se fie à des prévisions qu'on fait avec vous, aux charges qui sont déductibles en société, qui ne le sont pas en micro-entreprise, mais qu'il faut prendre en compte quand même, etc. Donc, il y a beaucoup de variables. Et là, c'est vraiment juste pour vous donner un indicateur et vous donner une méthode de calcul une fois que vous aurez choisi le statut. Alors, ici, en entreprise individuelle, alors c'est un peu différent, d'accord? Pourquoi? Parce que les cotisations sociales, forcément, ne sont pas les mêmes. Donc, comment on va faire, du coup, ici, dans ce cas présent? Ça va être un peu plus facile. C'est vous partez de votre rémunération annuelle, 24 000 euros, c'est votre objectif précis, avant impôt, et on va le multiplier par 1,31 pour déterminer, du coup, le taux de cotisation global. D'accord? À partir de ce moment-là, j'ai 31 440 euros de coût pour me payer 24 000 euros. À cela, du coup, on va ajouter nos fameuses charges d'activité de 11 250. Je vais déterminer mon seuil de rentabilité qui est à 42 690 euros de chiffre d'affaires pour percevoir 2 000 euros net en entreprise individuelle. Très bien. Une fois que c'est fait, je divise par le nombre de jours potentiellement facturables. J'obtiens un taux journalier de 371 euros. Vous avez vu que ce taux journalier estimatif est moins élevé que la micro-entreprise. Je réitère ma remarque qu'on vient de faire plus ou moins avec Vincent et que j'ai fait précédemment. Faites très attention, ça ne veut pas dire que c'est plus optimisant. Et je peux vous dire qu'au niveau de la fiscalité, le I, ça ne l'est pas du tout. Et encore plus pour ceux qui ont du Pôle emploi. Donc, c'est vraiment juste un indicateur. D'accord? Et là, la remarque qui est assez intéressante et que vous allez retrouver dans d'autres, vous avez vu que le taux de cotisation sociale a été calculé par rapport au salaire et non par rapport au chiffre d'affaires, contrairement à la micro-entreprise. Donc, tout à fait. C'est là où il y a eu une différence. Et en plus de ça, c'est encore plus pernicieux en entreprise individuelle parce que là, je vous ai mis, en fait, c'est pas le taux réel. On va dire que le taux de 31% en EI, c'est le taux sur du brut estimé. C'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer pour quelqu'un qui
qui n'est pas dans le domaine de la fiscalité, de la création d'entreprise, c'est quelque chose qui est très difficile à estimer. Et sachez que c'est pas le taux réel sur votre net, en fait. C'est un taux sur du brut estimé. C'est pour ça que sur les statuts, faites-vous toujours accompagner. Vous voyez, si aujourd'hui vous vous fiez à ce que j'ai fait, je dis pas que c'est faux, pas du tout. C'est vrai ce que j'ai mis. Mais si vous comprenez pas pourquoi, vous allez vous embrouiller. Donc, n'hésitez pas à solliciter un conseiller. Ça peut être bien sûr moi, mais quelqu'un d'autre aussi, pour bien vous expliquer les tenants et les aboutissants, les cotisations sociales que vous allez payer selon le statut, etc. Donc, ici, c'était pour le I. Maintenant, on va partir sur le URL ou la SARL. Alors, le URL ou la SARL, écoutez, c'est assez facile en URL également. On va partir toujours de la rémunération annuelle. Là, on va partir de cette rémunération. On va multiplier par un taux à 1,45, d'accord, qui est un taux sur du net. C'est pour ça que là, dans ce cas précis, je fais raccord avec ce que je viens de vous dire. Là, on est sur du net. Tout à l'heure, on était sur du brut. Voilà. Donc là, vous ne laissez pas embrouiller. Ah, pardon, je sens que là, oui, il s'excite un peu. Il marque des buts. Voilà. Il s'entraîne, il marque des buts. Je mise beaucoup sur lui pour mon avenir. J'espère qu'il fera un grand footballeur. Bon, pas aussi bête que ceux actuels, mais en tout cas, voilà. Du coup, rémunération annuelle en URL. Vous prenez cette rémunération, vous multipliez par 1,45, vous avez le montant global du coût, en fait, que cela vous reviendra pour vous payer 2 000 €. Le montant, le 1,45, il est un peu plus élevé. C'est peut-être parce que les cotisations sociales sont plus élevées, parce qu'il y a peut-être un peu plus de protection sociale ou pas? Il y a une meilleure protection sociale. Et en EI, en fait, normalement, c'est 45% en EI aussi. Mais pour calculer un TJM, je suis obligé de faire un calcul sur du brut. Alors là, que je fais un calcul sur du net. Okay. Autrement, j'aurais pu prendre le même taux. Je ne peux pas dire mieux parce que j'ai peur vraiment de vous embrouiller si je vous explique le calcul en EI. Donc, ne vous fiez pas à ces explications. Vous pouvez vous fier à 100% à ce que j'ai mis en termes de calcul si vous voulez faire vos petits calculs à la maison. D'accord ? Effectivement, en termes de protection sociale, que vous soyez en EURL ou en EI, c'est beaucoup plus protecteur que la micro-entreprise qui reste un statut de transition. Ça a été créé pour ça. Ce n'est pas que la micro est un mauvais statut pour ça, bien entendu. Ça a plein d'avantages. C'est celui que je conseille très souvent, mais en tout cas en démarrage. Mais en tout cas, dites-vous qu'en termes de protection sociale, effectivement, ce ne sera pas le meilleur et que là, vous payez un peu plus cher peut-être. Et encore, quand vous faites des gros chiffres d'affaires, vous payez moins cher. Mais en tout cas, vous aurez une protection plus établie, notamment au niveau de la retraite. Voilà. Alors, le coût global de votre rémunération pour 2 000 € en URL serait de 34 800. On ajoute à ça, du coup, mes 11 250 €. Ça me fait un seuil de rentabilité de 46 050 €. Ce seuil, je le divise par 115 jours facturés. J'obtiens du coup un taux journalier moyen de 400 €. C'est quasiment la même chose qu'en micro-entreprise. Toujours avec cette remarque qu'il ne faut pas se fier à cet indicateur-là pour savoir si c'est plus pertinent ou pas, bien entendu. Mais en tout cas, je sais qu'en EURL, pour me rémunérer avec autant de charges prévues et du coup une rémunération de 2 000 € net, j'aurai 400 € de taux journalier moyen à prévoir. Voilà. Donc quelque chose d'assez arrondi. Puis en SASU SAS. Alors là, ça va être le plus coûteux. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est là où le taux de cotisation est le plus conséquent. Comment on fait ? On repart bien sûr de la rémunération annuelle qu'on multiplie par le taux de cotisation. Dans ce cas précis, j'ai mis 1,75. On est plutôt à 1,77. Bon, j'ai voulu faciliter mon calcul. J'ai mis 1,75. Ça me fait 42 000 € de coût global pour ma rémunération, ce qui est très élevé en SASU. C'est pour ça qu'en SASU, très peu de personnes, dans votre cas précis, si jamais vous vous lancez en société, opteront pour ce statut, mis à part s'ils ont du pôle emploi au démarrage. Ici, on va rajouter pareillement les charges que vous aurez d'activité pendant l'année. Ça nous fait un seuil de rentabilité de 53 250 € que je vais pouvoir diviser par 115, qui est mon nombre de jours facturés. J'aurai un taux journalier moyen de 463 €. Voilà, donc vous voyez que la logique est toujours la même, assez simple. La seule variable sur cette méthode, c'est les taux de cotisation sociale. Pour ne pas faire d'erreur, pensez à reprendre mon support et à faire votre petit calcul. Et vous pourrez non pas déterminer votre taux journalier idéal, mais en tout cas, le taux journalier qui serait, nécessaire pour assurer une rémunération qui vous conviendrait. Voilà, ça va vous donner une base de calcul et du coup, ça vous permettra de bien vous projeter sur votre nouvelle activité et de pouvoir donner un prix à un client, bien entendu. Ouais, le 1,75, il est encore plus élevé parce qu'il y a plus de protection sociale. Il faut le dire. Alors, c'est vrai, mais je vais devoir le nuancer. En fait,
Sur cet aspect-là, vous avez en fait un taux qui est beaucoup plus élevé parce qu'il justifierait une meilleure retraite. C'est surtout ça la différence, parce que vous n'avez pas forcément de différence entre une protection sociale en SASU et une protection sociale en EURL. La grosse différence qui justifie, soi-disant, sur le papier, ce gap sur le taux de cotisation, ce serait la retraite, parce que vous avez une retraite de cadre en SASU qui potentiellement, sur le papier, serait meilleure qu'une retraite d'un salarié non cadre, qui est l'équivalent de ce que vous auriez en EURL. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, ça coûte très très cher. C'est vrai que c'est très cher payé pour ce que c'est. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se lancent pas en SASU, mais plutôt sur en micro, bien sûr, mais en URL pour garder une protection sociale qui soit quand même bien équilibrée par rapport au coût et qui en plus pourra être optimisée, notamment avec des complémentaires qui sont dédiés aux personnes en URL, qu'on appelle des contrats Madelin, qui ne sont pas possibles en SASU. Donc c'est vrai que cette précision est importante. Théoriquement, vous auriez une meilleure retraite. Après, le problème, c'est que le sujet de la retraite, c'est quand même quelque chose de très vaste. C'est l'actualité. Voilà. Ok, c'est hyper important. Là, en fait, ce que Maël vous a présenté, c'est hyper vulgarisé. On va droit au but et on arrive à déterminer un TJM assez rapidement, un TJM indicatif. Et si vous avez besoin de plus de précision, je pense qu'on vous le redit, mais il n'y a pas trop besoin. Bien sûr, on est tous les deux disponibles. Il y a notre blog aussi où on donne du contenu sur chacun des statuts que Maël vous a présentés. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et petite précision pour la fin de ce webinaire. Déjà, pensez à bien étudier votre situation perso, d'accord, si vous devez vous rémunérer à court terme ou pas. Pourquoi? Parce que ça peut être parfois, vous pouvez partir sur un TJM de base, mais vous pouvez aussi, si c'est des missions courtes et que vous êtes en balance avec d'autres personnes, pouvoir justifier du coup d'un TJM un peu moins, un peu moins haut que ce que vous aviez prévu, justement pour vous mettre un peu la main à la pâte et pouvoir alimenter votre activité. La deuxième chose, c'est que quand vous déterminez votre statut, dites-vous que c'est un statut qui peut être de court terme. Voilà, vous n'êtes pas complètement engagé. Je parle notamment pour les gens qui partent en micro et qui souhaiteraient changer. Alors, certes, la micro, ça peut être pas une erreur, mais en tout cas, vous pouvez perdre de l'optimisation de démarrage, mais ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué et que vous ne pourriez pas changer plus tard. D'accord? Notamment sur les 2 premières années, c'est une réflexion, une stratégie que vous pouvez avoir dès maintenant, si jamais vous n'êtes pas encore lancé. Si vous n'avez pas besoin de rémunération à court terme, vous pourriez, c'est vrai, prétendre de faire beaucoup moins cher que la concurrence pour que vous ayez des missions. Faites très attention. Moi, quand je vous dis de baisser un peu votre TJM au départ, c'est pas parce que je veux que voilà, vous vendiez, vous bradiez votre expérience. Donc, dites-vous toujours que mettez-vous un TJM seuil sous lequel vous ne descendrez jamais. Il ne faut jamais sous-évaluer votre expérience et également vos compétences. Il ne faut jamais le faire. Ça va plus aller à l'encontre du coup de vos perspectives que dans le bon sens. Faites, quand je vous dis de baisser votre TJM parce que vous n'avez pas forcément besoin de vous rémunérer au départ, c'est vraiment des cas exceptionnels et toujours avec l'idée de ne pas descendre au-delà d'un TJM seuil. Vraiment, c'est très important. Et bien sûr, ne considérez pas que l'ensemble de vos jours de travail sont des jours facturables. Vous l'avez compris, j'ai mis un handicap, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez une visibilité très forte, bien entendu, ce taux d'occupation sera de 100%, et ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas précis, pensez toujours à mettre un taux d'occupation, si vous avez peu de visibilité, qui serait assez élevé, enfin en tout cas un taux d'occupation et de jours facturés qui serait peut-être plus bas que ce que vous expériez au départ, pour prendre en compte tout ça et mettre un TGM qui sera à peu près adéquat quand même avec votre expérience, la concurrence et vos attentes. C'est très important. Je vois qu'il y a une question de Chloé. Tac. Comment conseillez-vous de convertir le TGM en taux horaire? Alors déjà, moi, je ne convertis jamais un TGM en taux horaire. Tout simple. Alors après, je sais que les missions, parfois, peuvent se résumer là-dessus, mais forcément, un TGM va être moins élevé que si vous aviez un taux horaire. Voilà. C'est comme si vous aviez une mission très longue. Une mission très longue, vous serez plus enclin à baisser votre TGM parce qu'il y a un volume plus conséquent que si vous avez une mission plus courte, où là, le TGM sera plus conséquent. Voilà. Là, c'est pareil avec le taux horaire parce qu'on est sur un volume de temps qui est très, très faible. Donc, si on parle de demi-journée, moi, si on part sur un TGM de 400 euros, 450 euros, par exemple, sur une journée, en aucun cas, il faut diviser par 2. Pour moi, il faut plutôt être sur du 75% de votre TGM si vous voulez facturer une demi-journée. Voilà. Mais en taux horaire, très compliqué, Chloé, parce que du coup, moi, je ne suis pas fan des taux horaires. C'est vrai que les missions sur des taux horaires,
bah dans ce cas-là, les taux horaires, ça veut plus rien dire, quoi. Si on prend le TJM, qu'on le divise par 8, ça fait 20 euros du taux horaire. Je pense que 20 euros pour une heure de votre expérience, c'est quand même assez faible. Question de Pierre, comment déterminer le montant des prestations supplémentaires par rapport au TJM, astreinte de nuit par semaine, dimanche travaillé, etc. Appliquer une majoration avec un pourcentage. Si vous considérez que vous avez 100 euros, voilà, je sais pas, 450 euros de TJM, qu'on vous demande de travailler un dimanche, majorez, faites une majoration. Ça peut être du 15, du 20, du 25, du 10. Pensez, voilà, fonctionnez comme ça. Majoration de 10%, majoration de temps. Ça peut être une alternative. Je suis d'accord avec Maël. Faut appliquer un pourcentage à chaque fois, soit au samedi, soit aux horaires de nuit. Il peut y avoir différents types de majoration. Hein. Je pense que le travail de nuit peut être majoré à 17% et le travail le dimanche, par exemple, à 20% ou même au-delà, parce que c'est assez contraignant. Bah, c'est vrai que généralement, sur les travails de nuit, rien qu'en droit du travail, il y a une majoration sur ces horaires-là. Donc, ce serait logique de partir sur un pourcentage qui ferait augmenter le TJM. Après, à vous de déterminer la bonne proportion. Moi, je trouve quand même que le dimanche, c'est mobilisant. Enfin, vous perdez un dimanche, vous travaillez la nuit, c'est quand même hyper harassant. Donc, pratiquer une bonne majoration. Libre de négociation après. Hein. Vous verrez comment ils réagiront. N'ayez jamais peur de négocier. Si quelqu'un ne négocie pas avec vous et qu'il a trouvé moins cher alors que vous sembliez être dans les clous, c'est que soit il n'a pas été convaincu par votre présentation, ça peut arriver, soit c'est parce que du coup, voilà, il a mis fin, il a pas le budget. Donc voilà. Les gens qui se bradent, qui ont pris quelqu'un qui était moins cher, généralement c'est que la personne s'est complètement bradée et généralement c'est des personnes qui vont travailler beaucoup pour peu de rémunération à la fin. Et moi c'est quelque chose que franchement je vous déconseille. Voilà. Hop, tac. Alors, hop, on arrive à la fin du webinaire. Alors, comme je disais et que j'ai annoncé un petit peu en amont de webinaire, pour les personnes qui ont besoin, et je vois qu'il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées d'ailleurs, donc s'il y a des personnes qui ont besoin, bien entendu, de faire le point de manière un peu plus personnalisée, ce qui est prévu en partenariat avec Yannick, mais ça c'est aussi dans notre philosophie de cabinet, c'est bien sûr un rendez-vous conseil gratuit. Je ne manquerai pas de vous envoyer un petit mail avec mon support, d'accord, et avec un lien pour prendre directement rendez-vous dans mon planning, pour prendre un petit temps ensemble si jamais vous en ressentez le besoin, bien entendu, ne serait-ce que pour vous aider dans votre choix de statut ou bien sûr dans la détermination de votre TJM. Ce sera avec plaisir. Et avec Yannick, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent monter leur structure et qui souhaiteraient du coup être accompagnées dedans, on fait une offre assez sympa que je vous exposerai si jamais cela vous intéresse, notamment avec une création de société offerte. Donc ça, c'est merci Yannick. Et puis, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous en ressentez le besoin, bien entendu. Ouais, merci beaucoup Maël en tout cas pour la présentation. Je pense que c'était assez clair sur l'ensemble des sujets. Comme le dit Maël, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Que ce soit même connaître le TJM et arriver à se placer aussi sur ce domaine d'activité, c'est toujours externe. Tout à fait. Merci beaucoup Vincent en tout cas et à toute l'équipe. Hein. C'était top à refaire comme vous voulez. Yes. Et puis je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous laisse digérer pour certains 2 webinaires d'affilée sur du coup des thématiques assez compliquées. Donc, avec plaisir de vous retrouver dans un autre contexte. J'espère un jour en physique aussi pour ceux de la région bordelaise. Donc voilà. Très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. À plus Vincent. Ciao.